Et ce que je vous propose, c'est qu'on va finir l'atelier avec Marc Thévenin pour vous aider à faire vos dernières vérifications avant la date fatidique du 25 ou du 27 mai sur les règles relatives à la RGPD. Et je viens de proposer à Jean-Sébastien Bélanger à Québec de faire du coup un webinar avec lui sur Facebook ou sur un autre support, et on vous avertira en même temps qu'on publiera le compte-rendu de cet après-midi, et ça sera une forme de prolongement en fait de l'après-midi avec notre ami du Québec. Et donc je vous propose de terminer avec Marc Thévenin qui a été patient. Alors je pense on les avait déjà mises dessus. Okay. Vous pouvez démarrer, je vais vous mettre okay. Aussi. Allô, oui. Bonsoir à tous. Donc j'ai un quart d'heure d'intervention. Je devais aussi faire l'introduction de Jean-Sébastien Bélanger, puisque c'est l'un de nos clients. Nous sommes un éditeur de solutions, je dirais CRM, mais aussi métiers à destination des musées. Il se trouve qu'on est au Québec depuis 2009 et qu'on s'est avant tout beaucoup développé auprès des musées canadiens. Que ce soit le musée des Beaux-Arts, que ce soit le Centre canadien d'architecture, que ce soit le musée McCord, dont vous parliez tout à l'heure et vous avez été. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez l'occasion d'entendre Jean-Sébastien Bélanger, parce qu'ils ont une expérience très large de l'utilisation d'un CRM couplé avec de la billetterie, en travaillant sur beaucoup de sources de revenus, au-delà même de la billetterie, mais réservation d'espace, les groupes scolaires, enfin tout un tas d'activités qui gèrent à travers l'application. Alors moi, mon intervention est sur le RGPD. Alors, c'est très difficile en 15 minutes de vous parler de RGPD et surtout de vous expliquer quelles sont les conséquences que ça peut avoir pour vous et tout ce que vous avez à mettre en place, je dirais, pour répondre à cette problématique. Je suppose que vous y êtes déjà intéressé, donc je vais faire un focus sur 2-3 points pour illustrer le sujet. Il faut savoir que nous, en tant qu'éditeur, on est, CRM comme d'autres d'ailleurs, on est extrêmement sollicité par nos clients sur cette question-là, parce que au-delà des informations qui sont publiées sur les sites de la CNIL sur ce sujet-là, il y a beaucoup de questions concrètes qui se posent, sur lesquelles les informations qui sont disponibles sont sujettes soit à interprétation, ou alors manque de précision pour savoir ce qu'on a exactement à faire au sein notamment de son musée. Alors, je vais essayer. Donc, première chose, la présentation compte beaucoup de slides qui ont pour objectif, je ne vais pas vous les présenter bien sûr, qui ont ces 5 objectifs. Ils vous seront mis à disposition. La première chose, c'est de vous rappeler un peu le contexte dans lequel vous êtes et globalement les objectifs de la RGPD, mais c'est surtout aussi de vous lister toutes les questions que se posent donc des gens comme vous suite à cette réglementation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les risques? À quoi je suis exposé en termes de pénalités, etc. Quels sont les moyens dont dispose l'autorité, notamment la CNIL en France, pour pouvoir contrôler, etc., etc. Donc toutes ces questions-là sont listées. Hein, c'est toutes les questions qui nous sont posées depuis des mois sur le sujet, et les réponses y sont apportées. Donc vous les aurez à disposition. Je ne vais pas les dérouler parce qu'il y en a plus de 20 questions sur le sujet. Ensuite, un sujet très important, puisque dans la RGPD, au centre de la RGPD, c'est le droit des personnes en matière d'information personnelle. Et donc là aussi, c'est de vous expliquer à travers tout ce qu'il y a dans ce document-là, c'est quoi le droit de ces personnes-là et que globalement, comment vous pouvez y répondre en respectant la réglementation. Enfin, il y a une partie qui est la partie 4, qui est au regard, je dirais, de l'impact que ça va pouvoir avoir pour vous. Et je dirais notamment le surcroît de travail que ça peut représenter pour pouvoir gérer la réglementation au regard notamment de toutes les données que vous manipulez. On a parlé tout à l'heure, juste précédemment, de toutes les données que vous êtes en mesure, je dirais, de capter à travers les différents médias. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas sur un certain nombre de publics, si vous n'avez pas le consentement des personnes, vous pouvez être limité dans l'utilisation de ces données. Donc c'est vraiment un enjeu pour vous, puisque comme la donnée est au centre de votre développement, c'est vraiment un enjeu sur lequel il faut se pencher. Alors je ne veux pas faire d'alarmisme là-dessus, parce que la réglementation, notamment pour des institutions comme vous, globalement elle n'est pas tellement nouvelle, parce que globalement il y a 90% des éléments qui sont dans cette réglementation qui sont en phase avec la loi informatique et liberté de 78. Voilà. Vous êtes
notamment aussi dans des activités qui globalement ne sont pas sous l'œil du radar, on va dire, mais il y a quand même un certain nombre de dispositions à prendre en compte. Voilà. Alors, le contexte, je passe, tout ça, je passe, ça sera à votre disposition. Évidemment, les informations qui vous seront mises à disposition à travers ces slides ne vous empêchent pas de consulter vos services juridiques et vos avocats, hein. Nous, on s'est rapproché de la CNIL, donc de l'autorité en France, pour avoir une information à la source. Donc, c'est de là que nous tenons nos informations. Alors, moi, il me semble, je ne sais pas si c'est déjà le cas pour vous, qui parmi vous n'a pas identifié ou désigné de délégué à la protection des données? Voilà, donc vous avez déjà tous anticipé le sujet. Donc déjà, c'est une bonne chose. Première étape. Deuxièmement, vous êtes amené à travailler avec des sous-traitants qui vous fournissent de l'information, qui utilisent vos données pour des campagnes de communication, etc. Qui d'entre vous a revu ces conditions contractuelles avec ces sous-traitants pour bien identifier le partage de responsabilités, ou plutôt qui ne l'a pas encore fait? Ben voilà, donc magnifique. Vous êtes exemplaire pour beaucoup de secteurs d'activité, je vous le dis, hein, parce qu'habituellement toutes les mains se lèvent, donc c'est pas votre cas, donc chouette. Alors après, vous savez que vous devez tenir un registre des traitements. Alors pourquoi j'ai fait un focus là-dessus? Parce que ça vous donne une idée d'un peu de la responsabilité que vous avez au niveau des données. Bon, c'est un exemple à travers un de nos outils, mais le registre de traitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez décrit tous les traitements que vous allez effectuer qui concernent des données personnelles que vous avez collectées ou que vous avez en votre possession. Il faut savoir que la notion de traitement, elle démarre très, très vite, puisqu'à partir du moment où vous collectez des données, on considère ça comme du traitement. Et donc sur ces éléments-là, il faut que vous ayez identifié, et pour quelle raison d'ailleurs, puisque vous savez que maintenant vous n'avez plus besoin de faire des dépôts à la CNIL en matière de dossiers, puisque la CNIL, elle va déporter tous ces moyens qui consistaient à étudier les dossiers que vous leur remontiez sur du contrôle. Donc les contrôles vont augmenter. Les contrôles vont augmenter aussi parce que ça fait 2 ans qu'en fait on demande aux organisations de se mettre en conformité, parce que ça fait, je dirais, 90% des éléments qui sont dans cette loi sont déjà là depuis 78, et puis parce qu'il y a tout un tas d'associations qui se montent au regard de la protection des données personnelles et qui sont le relais d'un certain nombre de personnes au regard de ce qu'on voit se pratiquer à travers les médias sur des abus alors qui vous concernent pas, mais qui concernent d'autres acteurs, mais qui vont appeler de plus en plus les gens à la vigilance en matière du traitement de leurs propres données. Donc vous risquez d'être plus sollicité que vous l'avez été par le passé. Voilà. Donc là, ce qu'on imagine, un traitement, peu importe, imaginons que ce soit de votre prospection commerciale, vous êtes tenu d'identifier les acteurs qui, au sein de votre organisation, travaillent sur le sujet, donc à la fois le délégué de protection des données, mais aussi le responsable de traitement, etc. Vous devez expliquer quelles sont les finalités du traitement, à la fois la finalité principale, mais les finalités intermédiaires. Ensuite, vous devez... Tout ça, ce sont des bonnes questions qui vous amènent à adapter vos organisations à la problématique. Ensuite, vous devez ici lister toutes les mesures de sécurité qui ont été mises en place au niveau de votre organisation. Sécurité des données. Donc, ces mesures de sécurité peuvent concerner des prestataires extérieurs si vous hébergez vos données à l'extérieur. Donc, dans ce cas-là, vous devez lister à la fois les mesures techniques, mais aussi organisationnelles. Elles peuvent concerner des services internes chez vous, mais aussi des services externes. Et dans le cas d'un audit, par exemple, c'est tout à fait le champ des informations que l'autorité de contrôle va vous demander. Et évidemment, quand vous présentez les choses comme ça, elle voit bien que vous maîtrisez quand même le sujet. Ensuite, vous allez avoir à lister toutes les données qui peuvent relever de la réglementation. Ça peut être des données sensibles ou des données personnelles. Et pour chacune de ces données, il faut que vous les listiez par traitement, que vous sachiez si elles sont personnelles ou sensibles, si elles sont personnelles ou sensibles, dans quelle catégorie elles sont, et puis ensuite la durée de conservation que vous avez prévue pour ces données. Voilà. Enfin, bon, vous pouvez avoir aussi donc, les catégories de personnes que ce traitement va toucher, les destinataires, ça c'est très important puisque vous pouvez travailler avec des prestataires extérieurs. Je pense par exemple à des prestataires d'emailing. Il faut bien vérifier que leurs plateformes sont dans la zone euro. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir le spécifier, je dirais, auprès de la CNIL, puisque si les données sortent de l'Union européenne, à ce moment-là, vous pouvez être amené à... Il faut le signaler à la CNIL, et il y a des dossiers, enfin des exemples de contrats, des contrats de sous-contractants ou les BCR, ça c'est plutôt pour des réseaux d'entreprises ou d'organisations qui sont à remplir dans le cas où les données sortent à l'extérieur. Voilà. Donc dès que vous avez un prestataire qui va traiter vos données,
dans lesquels il y a des données à titre personnel, c'est des questions qu'il faut se poser. Voilà. Derrière, bon, c'est des informations complémentaires. Bon, voilà, juste quelques éléments. Je passe, alors un point important, c'est la gestion du consentement. Puisque, effectivement, il y a beaucoup de données qu'on peut récupérer. On citait tout à l'heure Facebook avec la capacité, à travers un super outil, de récupérer des données. Voilà. Mais j'ai cru lire récemment, enfin tout récemment, c'est hier, le patron de Facebook qui expliquait qu'ils vont peut-être maintenant demander à leurs annonceurs d'avoir le consentement des publics qui vont cibler à travers leur plateforme. Vous voyez un peu le sujet que ça peut représenter. Donc c'est vraiment un sujet, la gestion du consentement. Alors je vous ai donné quelques exemples, vous le connaissez déjà, mais l'exemple c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, vous essayez de faire beaucoup de ventes en ligne, en tout cas d'avoir beaucoup d'interactions avec vos publics en ligne. Donc l'idée c'est qu'à partir du moment où vous allez collecter une information, une newsletter, un billet acheté, etc., l'idée c'est évidemment de bien informer la personne qui vous fournit les données sur l'exploitation que vous allez faire de ces données. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez lister énormément de choses en termes d'exploitation. Si vous prenez par exemple l'exemple du site Air France, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de prendre l'un de vos sites, mais sur le site Air France, on voit qu'ils peuvent collecter des données personnelles, l'utiliser pour eux, qu'ils peuvent le donner à des partenaires, y compris par exemple des loueurs de voitures qui peuvent l'utiliser. Ils parlent des cookies, ils parlent de toute l'exploitation qu'ils font de ces données-là, et on voit qu'ils se donnent un très large champ d'exploitation des données. Et la personne, quand elle commande, d'abord, quand elle commande ou quand elle remplit un formulaire, si elle n'a pas accepté cette politique, je dirais, de traitement des données chez Air France, elle ne peut pas aller plus loin. D'accord ? Donc il y a deux choses, soit elle a confiance dans la marque et puis elle ne va pas aller plus loin, elle va cocher la case, elle va directement, soit elle va regarder les informations, puis là elle va regarder si effectivement là-dedans il y a des choses qui peuvent être un souci. Moi ce que je trouve chez Air France, c'est que c'est très bien fait parce qu'ils expliquent à chaque fois que les données qui sont collectées, c'est pour apporter un meilleur service. S'ils donnent les données à un loueur, qui va pouvoir prospecter leurs propres clients, c'est pour expliquer que globalement, le client qui achète un billet va être intéressé par une prestation complémentaire sur le lieu où il va atterrir. Voilà. Alors après, vous avez des consentements qui peuvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se remplir avec son compte Facebook, avec son compte Twitter, etc., où on va aller utiliser, je dirais, les informations de son propre compte pour pouvoir les récupérer dans vos formulaires. Là aussi, ça demande à ce moment-là, quand vous passez par ce biais-là, d'accepter les conditions qu'ils ont chez Facebook, etc., pour qu'ensuite vous pouvez rebasculer ici et accepter les conditions par rapport à vos propres sites. Voilà. Une autre chose très importante aussi, c'est de différencier, je dirais, les conditions contractuelles, par exemple pour l'achat de billets, des conditions de confidentialité, puisque la loi dit qu'il faut bien que ça soit séparé pour que l'information au regard de la protection des données soit facilement accessible et pas noyée dans d'autres conditions. Voilà. Alors, quand on voit tout ça, si vous voulez, moi je vais faire juste une chose. Voilà. Bon, je prends cet exemple-là, peu importe. Je ne connais pas DigiClick, mais enfin, je connais pour l'utiliser, mais voilà. C'est là où effectivement, les moyens que vous avez à mettre en place en matière notamment de la gestion du consentement, vont dépendre, je dirais, des volumes de données que vous allez avoir, vont dépendre du volume de contacts que vous avez à gérer, du volume d'interaction que vous allez avoir ces contacts, et donc du nombre de sollicitations auxquelles vous êtes exposé. Plus vous avez de personnes, plus vous avez de points d'échange avec eux, plus vous avez de points de sollicitation, plus la gestion, je dirais, globale du consentement peut être un vrai sujet qui consomme beaucoup de ressources chez vous. Je prends un exemple juste précédent et je finirai juste avec ça, parce qu'après je pourrais y passer beaucoup plus que ça. Je prends le cas extrême. Hein. Vous avez un back-office qui récupère les éléments, la billetterie, etc., les newsletters. Par rapport à ça, vous avez des listes dans Outlook que vous utilisez pour faire des diffusions de messages, etc. Puis enfin, vous avez des fichiers Excel qui sont là pour plus le mécénat ou des choses comme ça, qui sont plus ciblés. Voilà. On peut imaginer que si quelqu'un vous demande de retirer ces données ou de modifier les informations, bien, si vous le faites ici, ça ne sera pas forcément fait là, ni là, et du coup, vous exposez à ce que cette personne soit de nouveau sollicitée alors que vous avez traité sa demande pour l'une des parties du système d'information. Donc c'est pour ça qu'au niveau des systèmes d'information, ça va être très important pour vous d'avoir des bases de données, mais c'est votre cas, hein, d'avoir des bases de données centralisées,
en tout cas au niveau des référentiels des personnes physiques, et que tout ça soit interfacé avec vos différents points de contact pour qu'à chaque fois qu'il y ait une interaction, vous puissiez récupérer automatiquement dans le CRM et pouvoir faire le traitement à la fois des demandes de rectification d'informations, de suppression, etc., sans avoir à intervenir à différents points du système d'information. Voilà. Alors, je veux rassurer aussi sur le fait que si jamais vous n'êtes pas super prêt pour le 25 mai, pour avoir échangé avec la directrice de la CNIL, l'objectif, c'est pas d'afficher tout un tas d'organisations à leur tableau de chasse, c'est la façon dont elles présentent les choses, mais d'accompagner les entreprises dans ce changement-là, les entreprises et les organisations. Ça veut dire que, globalement, ce à quoi vous êtes exposé, imaginons qu'il y ait une faille dans votre système, qu'il y ait quelqu'un, un de vos abonnés qui se plaigne, qui vous demande une première fois de le supprimer de vos listes, une deuxième fois, une troisième fois, puisque globalement, vous n'avez pas réussi à gérer correctement le sujet. À ce moment-là, il va pouvoir se rapprocher de la CNIL, et la CNIL va à ce moment-là, éventuellement intervenir chez vous. Et les premiers niveaux d'intervention, c'est de contrôler si effectivement il y a bien un sujet, 2, de vous demander de régler le sujet, et c'est que si vous n'aviez pas réglé le sujet, mis en place les mesures correctives, etc., que vous pouvez commencer à vous exposer à des notions, je dirais, d'amende. Voilà, donc on en est très très loin. Oui, ça va être très graduel, c'est-à-dire qu'on entend parler des 20 millions, etc., ça c'est vraiment pour sensibiliser les Google, etc., mais pour des organisations comme... par exemple comme les vôtres ou autres, je dirais les choses sont très graduelles et avec pour objectif de vous accompagner dans la transformation. Voilà. Donc c'est tout, puisque je suppose que je suis dans le quart d'heure. J'ai beaucoup de... Ouais. Donc qu'est-ce que je peux ajouter de plus par rapport à tous les points que... Alors les mesures de sécurité sont sur les données. Bon, après vous avez tout un tas d'outils dans les... En fait, le risque principal, de notre point de vue, c'est le coût que peut représenter pour vous, en matière de ressources humaines, et éventuellement de moyens, la mise en conformité et la gestion de ces problématiques-là. Voilà. Parce que si effectivement, il y a tout un tas votre système d'information n'est pas forcément... extrêmement centralisé. Si vous n'avez pas de DPO ou une organisation qui fait qu'à chaque fois que vous avez une demande qui arrive, c'est bien orienté vers mon département, etc., vous pouvez avoir un surcroît, je dirais, de travail, une mobilisation des ressources qui peut finalement finir par vous coûter très cher. Donc c'est de notre point de vue, au regard des différents contacts avec nos clients, l'un des principaux enjeux. Voilà. Et dernière chose, c'est que c'est vrai, au moment où, surtout quand j'entends que effectivement les données sont essentielles pour vous dans le développement de votre activité, et notamment les données qui sont des données personnelles ou des données de consommation relatives à des personnes physiques, eh bien la RGPD est quand même un vrai sujet pour vous à prendre en compte parce que le consentement est quand même au centre du sujet. Sauf, alors là je dis de mémoire, sauf si vous êtes dans une relation régulière et contractuelle avec un client, c'est-à-dire un abonné, vous n'êtes pas obligé de le ressolliciter sans arrêt, un membre, vous n'êtes pas obligé de le ressolliciter sans arrêt. Si vous êtes dans le domaine du caritatif, c'est-à-dire que si éventuellement vous avez des fondations et que vous êtes amené à communiquer pour lever des fonds, vous n'êtes pas contraint dans cette démarche-là d'avoir le consentement. Donc il y a tout un tas d'exceptions qui peuvent vous concerner dans un certain nombre d'activités et qui peut quand même alléger, je dirais, la contrainte que peut représenter la RGPD. Tout ça est dans notre document, d'accord ? Je ne voulais pas le détailler parce que j'ai près de 50 slides sur le sujet. Voilà, c'était juste pour faire une sensibilisation et vous dire que vous aurez ça à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, Marc. On va peut-être prendre du coup, si vous n'êtes pas trop fatigué, peut-être une ou deux questions. Ils sont tous prêts. Ils sont tous prêts, oui. Ils sont tous prêts ou ils sont vraiment très fatigués. Bon, ça a été une après-midi très riche. Moi, ce que j'en retiens juste, tout à l'heure, dans la première intervention, Alexandre Poltoratsky parlait des briques. Et on se rend compte que tous ces services ou toutes ces fonctionnalités se présentent comme des briques et qu'elles ne peuvent fonctionner ensemble qu'à partir du moment où il y a un vrai décidotage dans les institutions.
Ça veut dire une implication de beaucoup de départements. Et pour connaître un peu les institutions, c'est peut-être là qu'est la difficulté, puisque ça veut dire que les services, communication publique, DSI et autres services doivent fonctionner, doivent travailler main dans la main pour faire en sorte que ces briques soient organisées de la façon la plus harmonieuse. Je voudrais juste remercier du coup Marc Thévenin de nous avoir préparé du coup l'intervention avec Jean-Sébastien Bélanger. Donc je vous promets qu'on organisera d'une autre manière son intervention à distance, et remercier l'ensemble des intervenants. Donc on va mettre, avec l'accord des intervenants, les présentations en ligne dès la fin de cette semaine ou la semaine prochaine, afin que vous puissiez plonger dans les 50 pages de... Oui, tout à fait. Bien sûr. Merci beaucoup. Ben, très bonne fin de journée, très bonne fin de semaine. Merci.